L'histoire de Pisse-Vinaigre et de Salon de thé. Après tout, je crois que Pas la peine a raison. Tous les lieux se valent surtout quand ils ne valent pas grand-chose. À quoi bon faire tous les bistrots de Paris? Aucun n'est parfait. L'émigrant, disait Ambrose Bierce, est un imbécile qui s'imagine qu'un endroit vaut mieux qu'un autre. En fin de compte, pourrir sur place ne manque pas de charme. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à retomber dans l'ornière. Successivement, verre en main, Cussec et tous les autres ont suivi mon exemple. Bien sûr, on est moins gai, nos rires sonnent moins clairs, il y a de la sécheresse dans nos commandes, mais qui s'en aperçoit? Qui s'en préoccupe? Avec une ou deux bouteilles dans les veines, les détails perdent de leur importance. Ce type, Pisse-Vinaigre, comme sa vitamine C, c'était un vrai emmerdeur. L'échantillon parfait du vieil étudiant style mai 68, passé du marxisme orthodoxe au macluanisme après un petit stage chez les Maus Frontex. Toutes les qualités, végétarien, buveur d'eau et fanat du retour à la terre. Le genre de type qui secoue la tête, navré, quand il entend un éclat de rire en soupirant. Dire qu'il y en a qui ont le culot de s'amuser alors que la moitié de l'humanité crève de faim. Ce qui d'ailleurs ne lui coupait pas l'appétit, qu'il avait féroce, malgré une maigreur pathologique. Bref, quand vous aperceviez Pisse-Vinaigre sur un trottoir, vous aviez tendance à traverser la rue, et vous en aviez bigrement raison. Tiens, j'ai oublié de préciser qu'il avait des boutons plein la gueule, et que son haleine était corsée. Or, Pisse-Vinaigre, dont la vie sentimentale n'avait jamais été bien agitée jusqu'à 30 ans, flamba subitement de passion pour Salon de thé, une jeune fille de bonne famille issue du 16e arrondissement, qui passait plus de 4 heures par jour à se pichonner dans la salle de bain. La trajectoire de Salon de thé n'était pas moins exemplaire que celle de Pisse-Vinaigre. École Saint-Jean de Passy, couvent des oiseaux, bal des débutantes, emploi chez Saint-Laurent pour présenter les collections. Puis, fiançailles avec El Seigneur Franco de Port, un peu débile mais beau parti en dépit d'une conjoncture difficile. La rencontre eut lieu dans le petit restaurant végétarien de la rue de l'Abbaye. Le coup de foudre s'abattit sans prévenir sur Pisse-Vinaigre, sûrement parce qu'il avait eu l'imprudence de tenir sa fourchette pointe en l'air, ce qui est déconseillé s'il y a de l'orage. Quant à Salon de thé, elle succomba rapidement au magnétisme de ce jeune homme anticonformiste, qui dédaignait sa bouillie de flocons d'avoine pour la dévorer des yeux. Les préliminaires furent réduits au point que, le soir même, ils habitaient à la même adresse. Et si les deux tourtereaux formaient un couple assez mal assorti, leur amour n'en était que plus méritoire. Mais très vite, Pisse-Vinaigre voulut jouer à Pygmalion. 1000 petits détails le contrariaient chez Salon de thé. Il s'irritait de ses tics de langage, de sa prononciation maniérée, de son goût en matière de maquillage ou d'habillement. À l'imitation du professeur Higgins de Bernard Shaw, il s'acharnait à lui faire perdre ses mauvaises habitudes, à l'aide d'exercices inlassablement répétés. « Tu n'es jamais naturel, fulminait-il. Le moindre de tes grains de beauté vient de vogue. Tu paies les grands trucs monopolistes pour ressembler à une image de la femme aliénée. À l'époque des luttes pour l'égalité des droits entre les sexes, tu agis en collabo avec la classe et le sexe dominant. C'est une honte. » La pauvre Salon de thé avait beau invoquer le droit à la séduction, elle ne faisait pas le poids. Mensonge, explosait Pisse-Vinaigre. Tu te réfugies dans de vieux stéréotypes bourgeois. Réclame ton droit à la différence. C'est quand même un comble que je sois plus féministe que toi. Après 1 an de vie commune, elle était transformée. Fini les séances hebdomadaires chez le coiffeur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, terminé les manucures et les pédicures, les masseurs et les esthéticiennes. Adieu les robes de Givenchy ou de Castelbajac, Salon de thé incarne à présent l'idéal féminin selon Pisse-Vinaigre. Elle a du poil aux pattes car elle a également renoncé aux épilations. Elle ne porte plus de hauts talons et elle dit merde quand ça ne va pas. Sa copine de la rue du Ranelagh, Heptaxi, ne la reconnaît plus. « J'ai l'impression que tu ressembles à une femme des cavernes », s'exclame-t-elle apitoyée un jour qu'ils déjeunent tous les trois d'un bol de riz complet aspergé de sauce de soja. « Peut-être, répond Salon de thé, et ça prouve que je suis redevenu naturel. J'ai chassé toutes les scories héritées d'une société de consommation que je désapprouve. Je conteste ta prétendue civilisation. Je me sens enfin, grâce à Pisse-Vinaigre, merveilleusement femme, naturellement femme. » À ces mots, Heptaxi est prise d'un tel fou rire que Pisse-Vinaigre doit l'accompagner au petit coin. Ce qu'ils se sont racontés à ce moment-là, mystère. En tout cas, lorsqu'ils sont sortis tous les deux, il avait le visage barbouillé de rouge à lèvres, et je vous garantis qu'il ne songeait pas à l'essuyer. Probable que le pauvre vieux s'est rendu compte qu'il préférait 1000 fois Heptaxi, toute bêcheuse qu'elle était, à sa Salon de thé néo-rustique. Depuis ce temps-là, ça fait un petit couple très uni. Il continue de voir Salon de thé à l'occasion, car il l'invite chaque fois qu'ils organisent une partouze. L'histoire de Tumouche. Mieux vaut ne pas s'étendre sur la palette au coin de la rue Jacques-Callot et de la rue de Seine. À part l'emplacement qui est fameux, il n'y a pas de quoi s'exciter. Enfin, pour s'en jeter un petit derrière la cravate, c'est possible à condition de rester tout près de la porte.
Tu vois, Sépancher a rien à déclarer l'autre jour en éclusant son Cahors. Ce qu'il faut inventer pour faire fortune de nos jours, c'est un produit nouveau, qui corresponde à un besoin nouveau. Prends Tumouche par exemple. Un matin, il saute du lit avec une idée simple. Tout pourrait aller mieux avec un bon coup sur la tête. Bon, ce n'est qu'une idée, mais Tumouche, il en veut. Il s'accroche, il travaille. Il commence par faire un petit sondage autour de lui, comment les gens imaginent un bon coup sur la tête. Quelle force doit avoir un bon coup sur la tête pour être vraiment agréable? Combien de bons coups sur la tête ils ont déjà reçus et dans quelles circonstances? Petit à petit, il dresse le portrait robot du bon coup sur la tête idéal. Ensuite, campagne de publicité. Annonce dans les journaux, messages radio, films télé, affiches. On ne parle plus que de bons coups sur la tête, on ne voit plus que ça, on ne prend plus que ça. Celui qui n'a pas reçu un bon coup sur la tête devient ridicule, marginal. Les enfants constituent une cible privilégiée. Le bon coup sur la tête enfant est lancé à son tour. Puis le bon coup sur la tête filtre. Et enfin le bon coup sur la tête familiale, plus économique. C'est alors que les pouvoirs publics s'en mêlent. Ils interdisent le bon coup sur la tête. Ça, c'est un mauvais coup sur la tête de Tumouche. Mais, avec des pots de vin, il parvient à un compromis. On autorise la vente de bons coups sur la tête du moment que l'inscription « Attention, l'abus peut provoquer la migraine » figure sur le produit. Et voilà, le tour est joué. Tumouche est milliardaire. J'étais impressionné par la démonstration de rien à déclarer. Pourtant, un point restait obscur dans mon esprit. Le bon coup sur la tête. D'accord, mais qu'est-ce qu'il vend, Tumouche? On peut se donner un bon coup sur la tête avec n'importe quoi. Une pierre, un bout de bois, un fer à repasser. Oui, mais on risque de se blesser. Sa tuile en plastique garantie sans bosse assure une sécurité maximale. De toute façon, il s'en contrefiche, Tumouche. C'est avec les compresses qu'il fait son beurre. L'histoire de Peut mieux faire. Vous avez pas vu le film hier? Demanda Peut mieux faire en se laissant choir sur la banquette. C'était beau. Comment il s'appelait? La femme qui fit damner Jésus. Pas vu. Sur quelle chaîne? Je sais pas. Mon poste est détraqué. Pour le faire marcher, j'enfonce une fourchette dans un trou derrière la caisse et je tourne. Quel film! Puisque Peut mieux faire avait tellement envie de nous raconter son malheureux film, on lui offrit ce plaisir moyennant une bouteille de Chinon. Jésus venait d'avoir ses 32 ans lorsqu'il rencontra Lacrima Christi sur une petite plage de Judée. C'est une jeune romaine en voyage touristique. Tout le soleil de l'Italie dans un corps de femme est bien roulé, malgré son jeune âge. Dès qu'il la voit, au sortir du bain, Jésus en perd la tête. Elle n'est pas longue à succomber, en dépit d'une haine irrationnelle pour la barbe. Dès qu'il accepte de couper la sienne, elle lui tombe dans les bras. Il file le parfait amour sur les bords du lac de Tibériade. Bien entendu, les apôtres font la gueule. « Et ton père, s'inquiète Jean, tu ne peux pas le laisser tomber. Qu'il se débrouille sans moi, vocifère Jésus. J'ai 32 ans, il est temps de couper les ponts. Je veux vivre ma vie. » « Et ton enseignement ?» intervient alors Pierre. « J'y reste fidèle, répond Jésus. Car en vérité, je vous le dis, comment peut-on prétendre aimer les hommes en général si l'on n'est pas capable d'aimer une femme en particulier, de l'aimer passionnément, de tout son cœur? Méfiez-vous des beaux discours pleins d'amour pour l'humanité lorsqu'ils sont tenus par des célibataires endurcis. Et nous, insiste Judas. Eh ben quoi vous? Combien de fois ne vous ai-je pas mis en garde contre le culte de la personnalité? Ne comptez pas sur moi pour vous guider. L'âme est inaliénable, il faut que vous trouviez votre chemin tout seul. Sinon, vous n'aurez aucun mérite à emprunter la voie royale. Un sentier à soi vaut mieux qu'une avenue publique. Tandis qu'il parle, Lacrima Christi le couvre de petits baisers sur tout le corps, et Jésus s'interrompt fréquemment pour les lui rendre. Mais les apôtres grondent. Après s'être embarqués dans l'aventure en compagnie de Jésus, ils se sentent floués. Il y a toujours de ces petites jalousies mesquines dans les communautés d'hommes. Finalement, Judas se dévoue, il va dénoncer le Messie qui est mis en croix comme vous savez. Pendant son supplice, il n'a que le doux nom de Lacrima Christi aux lèvres. Afin d'éviter qu'on ne l'entende, Marie-Madeleine et les apôtres font un vacarme épouvantable pour couvrir sa voix. Ensuite, Lacrima Christi, effondrée, est recueillie par Ponce Pilate, un ami de ses parents. Elle doit partir les rejoindre à Rome. Mais juste avant que le bateau ne lève l'ancre, Jésus revient et l'emmène. Ils sont damnés, fin. Vous savez que j'ai été élevé dans la religion hindouiste. J'ignorais l'histoire de Jésus. Mais après avoir vu le film, je suis décidé, je vais me convertir. L'histoire de Peut mieux faire, suite. J'étais passé au Nouvel Obs vers la fin août, pour voir s'il y avait moyen de toucher mon chèque en urgence. Et j'avais découvert avec stupeur que quelques lecteurs râlaient drôlement. Ils avaient envoyé des lettres ulcérées pour dire que j'étais une ordure d'une bassesse pas possible. Et tout ça à cause de ce pauvre Peut mieux faire parce qu'il avait raconté la vie du Christ de travers.
Bon, je me dis c'est de sa faute, c'est à lui de répondre à la critique. Je le trouvais au café Panique sur le coup de midi, en train de siroter sa suze. Je flanquais sur la table le tas de photocopies. Voilà, c'est toi qui m'as mis dans la merde, à toi de m'en tirer. Il lut attentivement les lettres, un étrange sourire aux lèvres, et quand il eut terminé, il vida sa suze cul sec. Tu veux que je te dise, ces gens-là, moi je les trouve pas très catholiques.